Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré au Covid-19 et au traitement de l'air. Je me présente, je suis Loïc Dolbeau en charge du marketing digital chez Francair et aujourd'hui je suis accompagné de 3 experts du traitement de l'air. Olivier Robineau, directeur de la promotion et des grands projets. Frédéric Guillot, chef marché Clean Concept chez Francair. Et enfin Vincent Arcy, ingénieur recherche et développement, spécialiste de la filtration. Nous allons passer environ 1 heure ensemble. L'objectif est de partager nos connaissances, d'échanger et de vous apporter un maximum de connaissances sur la filtration. N'hésitez pas à compléter et à collaborer, à interagir avec nos experts. Je vous rappelle que vous avez accès à un chat et à un espace de questions-réponses. N'hésitez pas à vous en servir, soit pour échanger entre vous et nous, soit pour carrément nous poser des questions. Nous répondrons à toutes vos questions en fin de webinaire. Je vous rappelle également que vous pouvez mettre en plein écran si vous ne voyez pas très bien la présentation, en appuyant sur les petites flèches en haut à droite de votre écran. Enfin, sachez que vous pourrez accéder au replay à tout instant dans les heures qui vont suivre la fin du webinaire. Je passe tout de suite la parole à Olivier. Bon webinaire à tous. Olivier, c'est à toi. Merci Loïc. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré aux risques liés à la ventilation et au traitement de l'air. Il y a très nombreux de vous connecter, ça prouve que le sujet soulève de nombreuses interrogations. Nous avons estimé qu'il est important pour Francair, en tant que spécialiste de la ventilation, nous exprimions sur ce sujet, autour duquel on doit fleurir quantité de parutions pas toujours très claires. Et surtout qu'on puisse répondre aux multiples questions que vous ne manquerez pas de nous poser, j'en suis sûr. Nous n'avons pas la prétention d'être des experts dans la propagation de ce nouveau virus. À ce stade, il n'existe pas de données résultant d'études précises. Nous avons fait en sorte de réunir les informations permettant d'apporter un éclairage sur les risques liés à notre domaine et de vous faire partager nos compétences dans le domaine de la filtration et du traitement des salles considérées à risque telles que le milieu hospitalier. Au sommaire, d'abord, nous allons vous dire ce que nous connaissons du SARS-CoV-2, qui est le virus lié au Covid-19 et des vecteurs de contamination. Ensuite, nous parlerons de filtration, quelle est l'efficacité des filtres par rapport à la taille des particules. Nous avons ensuite le sujet majeur, qui est quels risques sont liés à la ventilation. Et puis, on abordera le sujet des solutions Clean Concept, comment traiter les locaux dits à risque pour que ce risque soit quasiment nul. On parlera rapidement des traitements à base du WC, dont beaucoup parlent aujourd'hui, et puis que devons-nous faire demain. Voilà, écoutez, je cède la parole à Vincent Arcy, ingénieur R&D, spécialiste de la filtration. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de ce que nous connaissons du SARS-CoV-2, du virus, et des différents modes de contamination. Donc, pour commencer, une question qu'on peut se poser déjà, c'est quelle taille fait ce virus par rapport à d'autres particules qu'on peut connaître. Donc, lorsqu'on parle de pollution de l'air extérieur, notamment de pollution en particules fines, on va entendre dans les médias notamment les notions de PM10, PM2,5 et PM1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les PM10 sont les particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 10 micromètres. Dans cette catégorie, on va par exemple retrouver les pollens, notamment en ce moment. Ensuite, donc, il y a une catégorie qui est celle des PM2,5. Donc, c'est des particules de diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres, dans laquelle on va pouvoir trouver les bactéries ou les poussières, donc les poussières assez fines. Et enfin, donc, la catégorie des PM1, ce sont les particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 1 micromètre. Et dans cette catégorie-là, on va retrouver notamment les gaz d'échappement, des automobiles par exemple, et également, en fait, la plupart des virus vont être dans cette catégorie. Et pour ce qui est donc du SARS-CoV-2, du coronavirus, d'après les publications scientifiques, sa taille est comprise entre 80 et 140 nanomètres, ce qui est donc environ 0,1 micromètre, donc 10 fois plus petit qu'un micromètre. Donc sur cette diapositive, vous pouvez voir maintenant donc un graphique
qui représente les différents vecteurs d'émission de particules virales. Parce qu'un virus, en fait, il voyage rarement seul. Il va être sur des particules, sur des micro-gouttelettes. Et donc, les différents vecteurs d'émission vont être la parole, la toux ou les éternuements. Et donc, on peut voir, en fait, finalement, que lors de la parole, par exemple, on va émettre des particules plus ou moins grosses. Et donc, en moyenne, ou la médiane, on va dire, est de 10 micromètres, c'est-à-dire que la moitié des particules émises vont avoir un diamètre inférieur ou égal à 10 micromètres, et une autre moitié va avoir un diamètre supérieur ou égal à 10 micromètres. De la même manière, pour la toux et les éternuements, cette médiane se situe à 10 micromètres. Après, c'est l'intensité et le nombre de particules émises qui va varier. Pour la parole, on va émettre plusieurs dizaines de particules dans l'air. Pour la toux, jusqu'à plusieurs milliers. Et pour un éternuement, plusieurs centaines de milliers de particules vont être émises. Voilà, donc maintenant à l'écran, vous pouvez voir un graphique en fait qui représente les vecteurs de contamination. Donc en haut à gauche, une personne tousse, donc va émettre des particules plus ou moins grosses, comme je viens de l'indiquer. Pour ce qui est des particules assez grosses, donc elles sont indiquées comme droplets, donc qui veut dire gouttelettes. Ces particules, pour une personne qui va être assez proche de la personne infectée, donc à moins de 2 mètres par exemple, peut être contaminée directement via ces gouttelettes qui vont pénétrer dans les muqueuses, que ce soit le nez, la bouche ou les yeux. Mais également, ces gouttelettes vont se déposer sur des surfaces. Et si une personne touche ces surfaces et ne se lave pas les mains, elle peut également se contaminer par ce biais-là. Donc, il y a une contamination indirecte. Et enfin, donc, en haut à droite, il y a des flèches bleu clair. Pourquoi bleu clair? Parce que c'est un mode de contamination qui n'a pas été rigoureusement prouvé pour l'épidémie actuelle, mais pour lequel il y a de très fortes suspicions, comme je vais l'indiquer par la suite, qui est une contamination par particules en suspension, ou on peut également dire aérosol, donc en anglais droplet nuclei, qui en fait vont directement être aspirés lors de la respiration par la personne qui peut ensuite être contaminée. Sur cette diapositive, on va en fait synthétiser un peu tout ce que j'ai dit. Donc sur l'image en haut à gauche, vous pouvez voir donc les 3 modes de contamination. La contamination par contact, par gouttelette ou par particules en suspension. Et donc face à ces différents modes de contamination, des mesures différentes peuvent être mises en œuvre. Sachant que chaque mode de contamination concerne une certaine taille de particules finalement. Donc la contamination par contact va concerner les particules très grosses, donc supérieures à 50 micromètres, qui vont se déposer très vite sur les surfaces. Et dans ce cas-là, une bonne hygiène des mains, notamment de se désinfecter les mains après avoir touché des surfaces qui peuvent être contaminées, va être efficace pour contrer la contamination. Le deuxième mode, donc, c'est une contamination par gouttelette, comme je l'ai indiqué. Donc, les gouttelettes voyagent, mais assez proches. Donc, une distanciation sociale de 1 ou 2 mètres va suffire à éviter d'être contaminé. Par contre, pour ce qui est du troisième mode de contamination par particules en suspension, donc pour les particules inférieures à 10 micromètres, et comme je l'ai indiqué au début, ça peut représenter finalement plus de la moitié des particules émises lors de la toux ou d'un éternuement, par exemple. Un masque, le port du masque va être important, et la ventilation va avoir un rôle très important à jouer également, comme on va en parler par la suite. Donc, afin d'étayer en fait finalement les propos que je viens d'avoir,
Donc, on a pu analyser plusieurs études scientifiques qui considèrent comme très probable le mode de contamination par particules en suspension, notamment une étude faite par des Japonais qui ont analysé un cas en fait de supercontamination au SARS-CoV-2 dans un restaurant où une personne porteuse du virus en a contaminé 9 autres qui étaient à des tables différentes et donc à plus de 2 mètres. Et donc là, a priori, le mode de contamination par contact ou par gouttelette grosse a été écarté. Ils ont montré que finalement, en fait, c'était un espace avec peu d'apport d'air neuf et où il y avait une climatisation utilisée en recyclage qui a participé finalement à transporter la charge virale de la personne infectée vers les autres personnes. Et donc par rapport à ça, en fait, le message que l'on souhaite apporter, c'est que en plus des recommandations d'hygiène portées par l'OMS, nous apparaît vraiment important de prendre des mesures préventives pour se prémunir de ce mode de contamination par particules en suspension. Voilà. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que le risque de contamination, finalement, c'est le produit d'une charge virale émise par une durée d'exposition. Donc, dans un restaurant où on est exposé sur une longue durée, le risque peut être important si on ne diminue pas la charge virale via un apport d'air neuf. C'est des propos qui ont été repris par le Haut Conseil de la santé publique qui indique dans son avis du 8 avril qu'on ne peut pas exclure une transmission par aérosol. Donc aérosol, c'est les particules en suspension, notamment en milieu clos de soins, comme une chambre de patient, dans les environnements intérieurs mal aérés ou insuffisamment ventilés. Et par contre, que le risque est très réduit dans les espaces extérieurs où en fait finalement la charge virale va être diminuée assez rapidement à l'extérieur. Et le virus peut rester également viable et infectieux jusqu'à 3 heures dans les aérosols, toujours dans ce que dit le Haut Conseil de la santé publique. Ce qui veut dire que, par exemple, une personne qui pénétrerait dans une pièce où il n'y a aucun renouvellement d'air et que cette personne est contaminée peut émettre des particules virales qui vont rester dans cette pièce et une autre personne peut être contaminée par la suite alors qu'il n'y a eu aucun contact entre les deux personnes. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette introduction technique. Je vais maintenant laisser la parole à Frédéric Guillot qui va vous parler de filtration et des solutions que ça peut apporter face au virus. Oui, bonjour à tous. Frédéric, juste avant de commencer ta partie, il y a juste une petite question de Monsieur Rémi Vernier qui nous demande s'il y a un impact de la forte vitesse résiduelle. Est-ce qu'il y a un impact sur la transmission du Covid? Et donc, sa question est de savoir s'il faut donc recycler l'air ou déstratifier quand on est en climatisation ou en gainable. Peut-être qu'on peut y répondre rapidement. Oui, on va dire, oui, rapidement. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un bon apport d'air neuf. Après, la vitesse résiduelle on aura un brassage plus important en fait, mais c'est pas ça qui va plus contaminer le fait d'avoir une forte vitesse résiduelle. D'accord, voilà, très bien, merci. Frédéric, je te passe la parole. Merci beaucoup. Oui, je pense que monsieur aura la réponse le long de cette présentation parce que Olivier va en reparler un petit peu plus tard sur tout l'aspect diffusion, effectivement, au sein des bâtiments à cause de ces contraintes. Voilà, donc, écoute, Vincent nous a indiqué que la littérature faisait part que les aérosols étaient source de contamination. Ce sont des études qui ont été présentées par Vincent précédemment, particulièrement dans les milieux clos, et qu'on pouvait aller jusqu'à 3 heures au niveau de la virulence et de la viabilité du virus. Donc, ça veut dire que face à ça, il va falloir agir en termes de ventilation.
Et ce que l'on souhaitait, c'est vous faire part de différentes recommandations qui existent concernant les équipements de traitement d'air. Un des premiers équipements est bien évidemment les systèmes de filtration. Donc, l'objectif ici de faire un point rapide sur les systèmes de filtration et on verra avec Loïc qu'on pourra vous donner plus d'informations au cours de cette mini-présentation. Si on résume, Vincent vous a indiqué qu'en fait, à l'extérieur, l'extérieur n'étant pas un milieu clos, il y a peu de probabilité de faire rentrer des gouttelettes, voire des virus, venant de l'extérieur vers l'intérieur parce qu'il y a un phénomène de dilution. Lorsque l'on est en pleine à l'extérieur, il y a effectivement une grande quantité. Ce serait vraiment une probabilité très faible de faire rentrer le virus. Deuxièmement, le virus, comme vous avez entendu parler, il peut être également réduit en termes de viabilité à cause des UV. Donc, la filtration nécessite pas obligatoirement un changement énorme sur le traitement d'air placé entre l'extérieur et l'intérieur sur l'efficacité du virus, il y aura moins d'efficacité. Par contre, tous les équipements de recyclage, alors que ce soit les centrales de traitement d'air, voire des épurateurs, bien là, il faut regarder le système de filtration et l'adapter au mieux. Donc, c'est ce que l'on va voir, on va en discuter. Si c'est simplement du recyclage, il faut faire attention. Le recyclage doit être simplement complémentaire et surtout les épurateurs complémentaires à des mesures de ventilation et non simplement substitution. Pour cela, on va faire un rappel succinct sur les différentes normes qui existent en termes de filtration. Depuis 2-3 ans, il y a une nouvelle norme qui correspond à 4 groupes de filtration. Donc, les filtres sont répartis en 4 groupes de filtration et chaque groupe de filtration correspond aux tailles de particules fines indiquées par, entre autres, l'OMS et les particules dont parlait Vincent précédemment. Ça veut dire qu'il y a un groupe de filtration que l'on appelle EPM1 qui est l'ensemble des filtres dont l'efficacité minimale est supérieure à 50% sur les particules de 1 micron jusqu'à 0,3 micron. Il y a un deuxième groupe qui est PM2,5, donc ce sera la même chose, ce sont les filtres dont l'efficacité minimale est de plus de 50% sur les filtres, sur les tailles de particules inférieures à 2,5 microns. On a un troisième groupe sur les particules de 10 microns. Et lorsque les filtres sont efficaces à moins de 50% sur les particules de 10 microns, on appelle ça les filtres grossiers ou les filtres coarse en anglais. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette norme permet de définir les filtres en fonction de l'air extérieur que l'on a, parce que vous avez beaucoup d'indicateurs sur la qualité de l'air extérieur par différents organismes. Et en général, ces indicateurs sont donnés sur des tailles de 2,5 ou 10 microns. Et puis, il y a des recommandations de qualité d'air intérieur que l'on peut avoir en fonction que l'on a un laboratoire, une crèche, un parking ou un local poubelle. Et là, vous allez pouvoir choisir le niveau de filtration adapté grâce à cette norme et aux différentes recommandations qui existent. Pour cela, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avec Loïc, il vous fera part qu'il existe un livre blanc que l'on a publié, également des dossiers techniques qui vous expliquent plus en détail comment bien sélectionner les filtres en fonction des critères de qualité d'air que vous voulez avoir à l'intérieur. Cette norme qui est nouvelle, elle est une norme internationale, donc elle rassemble tous les acteurs, que ce soit européens ou américains, autour de cette norme. Donc, en résumé, pour la ventilation en général, on a la norme donc ISO 16890 dont on vient de parler, et de façon très brièvement. Et puis, il existe une norme pour les filtres qu'on appelle filtre absolu. Et cette norme, les tests sur les filtres absolus sont faits sur des tailles de filtres de l'ordre de 0,2 à 0,1 micron. Donc, vous voyez des filtres de très petite taille. Donc, pour continuer, je peux faire défiler. Voilà. Pour continuer, voilà, merci. En ce qui concerne l'efficacité des filtres, eh bien, vous voyez que pour chaque niveau de filtration, c'est-à-dire pour les filtres ISO EPM1, ISO EPMDE, vous avez ensuite des pourcentages de filtration. Donc, le minimum étant de 50%, vous avez ensuite des filtrations minimales qui peuvent être de l'ordre de 70%, 80 à 90%.
Vincent, vous ayant indiqué que les particules que l'on retrouve peuvent aller de 10 microns jusqu'à 1 micron, bien évidemment, on sent que pour capter les gouttelettes, il est recommandé d'aller vers des filtres de type EPM1. Si on veut avoir une efficacité exceptionnelle et dans les milieux de la santé, on va travailler dans ce cas-là avec des filtres absolus. Et comme vous le voyez, les filtres absolus peuvent avoir, même sur des particules de 0 à 1 micron, une efficacité de plus de 99%. Donc, en résumé, les recommandations qui sont faites de la part des différents organismes, que ce soit REVA, la ICVF, l'ASPEC, et puis également les différents constructeurs de filtres, ce sont d'utiliser des fils de type EPM1. Alors, entre parenthèses, pour ceux qui ne connaissent pas, ça correspond plus ou moins à des fils de type F7, F8, F9, mais cette dénomination n'existe plus, de façon à assurer la ventilation générale et capter les gouttelettes un maximum et assurer un niveau de qualité le plus performant possible. Pour les applications spécifiques, on utilisera évidemment des filtres absolus, mais là, c'est des applications que l'on verra un petit peu plus tard, qui sont les applications de sol propre. Voilà, je laisse la parole à Olivier, qui va nous parler de la partie ventilation, en particulier de la diffusion, mais également du recyclage, dont on parlait tout à l'heure, de la récupération en fonction des types de bâtiments. Voilà, Olivier. Merci. Merci Frédéric. Effectivement, le son n'est pas parfait ce matin. Je suis désolé, j'espère que vous arrivez bien à suivre. Voilà, on a choisi de vous, de vous montrer les recommandations de REVA, qu'on estime être l'organisme le plus représentatif de notre métier. Pour ceux qui ne sauraient pas, hein, REVA, c'est l'association européenne de ce qu'on appelle le HVAC, qui regroupe le chauffage, la ventilation, le conditionnement d'air, et qui regroupe 120 000 ingénieurs dans les 27 pays européens aujourd'hui, et dont la représentation française est donc plus connue, bien sûr, c'est la ICVF. Voilà. Donc les conseils, les recommandations de REVA, c'est d'abord ouvrez les fenêtres, hein, en plus le temps le permet en ce moment, donc c'est plutôt appréciable. On doit renouveler, on considère que l'air extérieur aujourd'hui est beaucoup plus sain que l'air intérieur, notamment par rapport au virus. Renouveler l'air est toujours la meilleure des solutions. Conseil d'allumer la ventilation 2 heures avant l'arrivée des occupants et la maintenir le soir. Savoir que plus on va ventiler, plus on va renouveler l'air intérieur qui est pollué. On sait également que la VMC des sanitaires fonctionne en permanence. Effectivement, les sanitaires sont un lieu d'infection. On recommande même de fermer le couvercle lorsqu'on tire la chasse d'eau, puisque les particules, le virus sur les particules en suspension et se répandent dans les sanitaires. C'est un lieu plutôt stratégique et plutôt à éviter, mais c'est pas facile. Conseil bien évidemment, de désactiver la circulation d'air, tout simplement parce qu'il faut revenir dans le local de l'air qui a été pollué. Désactiver les climatisations quand c'est possible, c'est pas forcément évident avec le beau temps. Puis vérifier les purges, puisque les centrales à échangeurs ou toute centrale d'ailleurs, lorsque vous avez des réserves d'eau, vous alimenter encore plus l'activation des virus. Alors, pour parler ventilation, la ventilation, en fait, a 2 effets un petit peu contradictoires. Tout d'abord, la diffusion traditionnelle, c'est du mélange. On va mélanger l'air soufflé par un diffuseur dans un local. En fait, c'est toute la stratégie de la diffusion d'air de façon traditionnelle, à savoir que on souffle de l'air et pour qu'elle soit le plus confortable possible en arrivant sur l'occupant, elle va devoir se mélanger le plus possible dans la zone qui n'est pas habitée. Donc, c'est pour ça qu'on parle toujours de zone d'occupation. Là, on recherche le confort avec une vitesse résiduelle la plus faible possible et une température la plus proche de l'ambiance. Conséquence, bien évidemment, on va brasser les polluants et donc forcément un petit peu les virus. Alors, il existe des solutions moins connues, en tout cas beaucoup moins utilisées, qui permettent de limiter normalement le phénomène. C'est le déplacement d'air. Le déplacement d'air, comme vous voyez sur le petit dessin, bien, en fait, on va écouler de l'air un peu plus frais au niveau du sol. Et cet air rencontrant une source chaude et les humains sur les sources chaudes va remonter le long du bain et va entraîner avec les polluants et va être extrait ensuite. Donc, c'était des solutions déjà
très intéressante lorsqu'on pouvait fumer dans les locaux. Aujourd'hui, par rapport au Covid, ça redevient une solution très intéressante. L'autre phénomène de la ventilation, et qui lui est extrêmement positif, c'est la dilution. L'air insufflé, qui est considéré comme propre, puisque c'est le principe de l'air neuf, il se mélange avec l'air ambiant et du coup, il diminue la concentration des polluants, et on l'a vu, c'est pas un seul virus qui peut contaminer une personne, c'est un ensemble de virus, donc plus la concentration est faible, plus le risque est faible. Alors, on va parler de ventilation dans deux domaines, le tertiaire et puis l'habitat. Le tertiaire, c'est effectivement le lieu quand même le plus sensible aujourd'hui. La technification est en cours, les gens reviennent dans les bureaux. Et quels sont les différents cas que l'on peut rencontrer. Les premiers cas les plus fréquents aujourd'hui, lorsqu'il y a une ventilation, c'est pas forcément le cas, mais c'est quand même la ventilation simple flux centralisé. Globalement, l'air circule dans l'ensemble du bâtiment et forcément, les virus circulent avec l'air. Donc, j'ai mis un point orange, c'est pas forcément si grave, mais cela dit, vous ne limitez pas le risque avec une ventilation simple flux, et le conseil, c'est quand même d'ouvrir les fenêtres au maximum, pas forcément de l'arrêter, surtout la faire fonctionner lorsque vous n'êtes pas là. Mais effectivement, lorsque les gens sont dans les locaux, ce serait plutôt mieux de l'arrêter d'ouvrir les fenêtres. Lorsque vous utilisez des ventilations double flux, qui sont aujourd'hui le système le plus répandu dans les bâtiments neufs, vous avez deux principes. Vous avez ce qu'on appelle les échangeurs à plaques, qui sont des flux croisés, ou qui étaient des flux croisés, aujourd'hui sont devenus des doubles flux par les performances nécessaires pour respecter les différentes normes, et les petits schémas en dessous. Là, j'ai pu mettre un feu vert complètement. Le double flux à plaque, il n'y a aucun contact entre l'air extrait et l'air insufflé. Petit conseil quand même, c'est avoir un produit de qualité, bien évidemment. Si un produit qui fuit, ce ne sera pas le cas. Enfin, je pense que ce serait vraiment qu'il soit très vieux. Alors, ce que l'on fait dans les hôpitaux pour pallier vraiment à tout risque, c'est qu'on fait une petite surpression relative de l'air neuf, ce qui fait que si jamais il y avait la moindre usure des plaques, une moindre fuite, eh bien, l'air pollué repartira à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Autre solution rencontrée et très fréquente aussi aujourd'hui, c'est la ventilation double flux avec échangeur à roue. On en parle beaucoup. C'est un vrai sujet parce qu'on le sait, la ventilation double flux avec échangeur à roue a une fuite. Alors, deux problématiques en fait. Vous avez une roue qui tourne, donc elle va se charger en air, elle va se décharger dans l'autre sens. Donc, une petite partie de l'air qui était emmagasiné va repartir dans le local. Et puis, vous avez aussi le fait que il y a un risque que le virus soit déposé sur les plaques et donc qu'il puisse revenir dans le local. Donc le conseil, clairement, c'est quand même d'arrêter la rotation de la roue actuellement pour tout ce qui est ventilation double flux. Il existe aussi des doubles flux sans récupération. Alors c'est pareil, c'est un bâtiment neuf aujourd'hui, c'est à peu près quasiment éliminé, mais on en trouve encore beaucoup. Et bien là, on va arrêter le recyclage et puis on va passer en 100% d'air neuf, c'est la recommandation pour tout système à recyclage. L'autre cas est très fréquemment rencontré dans les bureaux, ce sont des ventiloconvecteurs. Eh bien, on peut dire qu'en bureau individuel, on peut mettre un feu vert, bien évidemment, tout seul à votre bureau, voire à deux, contact permanent, considérez que votre collègue n'est pas contaminé, considérez qu'il n'y a aucun risque. Par contre, le cas d'open space, c'est un vrai cas. On mélange et il y a un risque, comme on l'a vu d'ailleurs dans le cas évoqué par Vincent tout à l'heure du restaurant, qui n'est pas un ventilateur, un climatiseur, mais ça revient un petit peu au même, on a tendance à mélanger. Donc on va chercher à aller en petite vitesse, pouvoir l'arrêter, mais ça peut être assez compliqué quand même, notamment dans les bâtiments où il n'y a pas de fenêtre, mais limiter cette propagation. En ce qui concerne l'habitat, le risque est beaucoup plus faible, puisque on est quand même beaucoup moins nombreux dans un habitat, et aujourd'hui, on a tendance quand même un peu moins invité à recevoir qu'auparavant, et puis si vous recevez, c'est vrai qu'il y a un petit peu de relâchement, et c'est normal, faites-le bien sûr, si possible en extérieur ou en terrasse, et en tout cas, si vous
il n'y a pas de terrasse, ou vous ne pouvez pas faire votre jardin, et bien, pensez à bien ventiler vers l'intérieur. Donc là, on va trouver 5 cas différents de ventilation en habitat. Donc le plus fréquent, la simple flux individuelle et collective auto-hydroréglable. Voilà, feu vert, on va retrait de l'air extérieur et on va extraire cet air, donc il va simplement passer dans des locales. Il y a quasiment, on peut considérer, aucun risque. Vous allez mélanger l'air de la salle de bain avec l'air du salon, mais à part ça, voilà, c'est tout à fait sain et c'est tout à fait correct par rapport au risque de contamination. Lorsque vous êtes en double flux individuel et collectif, avec un échangeur contre-flux, ce qu'on a vu avant, contre-flux à plaque, pas de risque, pareil que le simple flux individuel. Lorsque vous êtes en ventilation naturelle, en logement individuel, pas de risque non plus. Vous êtes tout seul, tout autonome, contaminé que vous-même. Par contre, on a 2 cas où effectivement on pourrait un petit poisson orange, le double flux thermodynamique, ce sont en général des échangeurs rotatifs. Alors, le cas reste quand même assez rare. Mais là, on retrouve la problématique de l'échangeur à roue, donc je conseille arrêter la roue. Et puis la ventilation naturelle en logement collectif qui peut présenter un risque de retour. On n'a pas de garantie qu'il n'y aurait pas de phénomène de surpression ou de dépression par rapport au logement collectif. Enfin, ça resterait quand même assez exceptionnel. Voilà, je repasse la parole à Frédéric pour parler des solutions tout à fait sans risque. Oui, donc Olivier nous a parlé du domaine du tertiaire, du domaine de l'habitat. On souhaitait faire un zoom sur le domaine de la santé, et en particulier hospitalier, et on verra également les cabinets dentaires. Auparavant, Vincent nous a indiqué que les gouttelettes étaient des gouttelettes qui pouvaient être de l'ordre de 1 micron jusqu'à 100 microns, et les virus étaient plutôt de l'ordre de 0,1 micron. Ici, on expose un petit schéma qui est assez intéressant et qui est utilisé beaucoup dans le domaine de la santé, qui explique en fait la vitesse de chute, ce qu'on appelle la vitesse de sédimentation des gouttelettes. Donc, lors de l'éternuement, comme l'a dit Vincent, vous avez des gouttelettes de 100 microns, on s'aperçoit qu'ici, la chute des gouttelettes est de l'ordre de 25 cm/s. Ça veut dire qu'en 10 secondes, on aura fait 2,50 m, donc à hauteur d'homme, environ 8 secondes, la gouttelette va tomber par terre, et puis une fois par terre, elle va être, à moins d'aller la ramasser, d'avoir un contact, elle va être inoffensive, bien évidemment, à moins de la ramasser, de la toucher, de mettre la main à la bouche. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gouttelettes qui sont de taille inférieure, de l'ordre 10 microns, voire 1 micron, une gouttelette de 10 microns, elle met 16 minutes pour faire 3 mètres en chute de façon un peu théorique, mais dans l'air ambiant. Et donc, si vous mesurez 1 mètre, 1,80 m, bien vous apercevrez qu'il va falloir environ au moins 6, 7, 8 minutes pour que la gouttelette touche le sol. Entre-temps, un courant d'air, un mouvement, va propager ces gouttelettes. Donc là, c'est assez intéressant parce que ça explique ce qui a été présenté précédemment par Vincent, à savoir que la contamination par aérosol peut s'expliquer par le phénomène que les gouttelettes restent en suspension relativement longtemps et que dans les endroits clos, bien, on va pouvoir les retrouver assez rapidement. Donc, ça, c'est un phénomène qui est assez connu dans le monde de la santé ou dans les mondes à fort risque, comme le monde des salles propres. Donc, le constat, c'est qu'il est nécessaire d'éliminer tous ces contaminants aérosols par des systèmes de ventilation et des systèmes de filtration complètement adaptés. On va voir un cas particulier qui est un cas dans le domaine hospitalier. Alors, dans le domaine hospitalier, on trouve les blocs opératoires, on trouve les salles d'opération qui sont traitées de façon très poussée, très optimale. Mais il y a également des chambres qu'on appelle chambres infectieuses. Et comme là, on parle de virus, on a voulu prendre ce cas. Les chambres infectieuses, si en plus on a un patient immunodéprimé, eh bien, on mettra tout de notre côté pour pouvoir traiter ce genre d'ambiance. À savoir que la filtration, on va prendre de la filtration très haute efficacité du type H14, et on l'a vu tout à l'heure que l'efficacité serait certainement est supérieure à 99% sur des tailles très faibles.
on aura également une maîtrise du flux d'air pour éviter que la particule recircule, puisqu'on a vu qu'elle était quand même très légère et qu'elle ne tombait pas naturellement. Eh bien, on applique ce qu'on appelle des flux unidirectionnels, donc des flux qui vont rabattre la particule et puis l'extraire dans les 4 côtés de la salle à travers des reprises. Le renouvellement d'air, évidemment, est très, très important. Ce n'est pas applicable dans un bureau tertiaire, mais on va être souvent entre 15 et 80 volumeurs. Donc, si je prends 60 volumeurs, ça veut dire que toutes les minutes, je nettoie ma salle avec de l'air recyclé, enfin repris, brassé à nouveau. Et puis, un dernier paramètre qu'on retrouve aussi dans les laboratoires, c'est que quand on a une zone infectieuse, eh bien, on se débrouille pour que la salle soit en dépression, souvent de l'ordre de 15 pascal. Donc, moins 15 pascal, pour éviter que le virus, le contaminant, le problème, la bactérie éventuelle, aille sous la porte et ensuite aille dans le couloir. On a également assez souvent des sas, quand il y a plusieurs chambres comme ça, des sas avec des systèmes interlocks qui bloquent les portes pour éviter de rentrer dans 2 chambres en même temps et qu'il y ait ce qu'on appelle une contamination croisée. Donc, vous voyez que tous ces équipements existent dans le monde hospitalier et c'est un exemple de ce qu'on peut faire de façon optimale pour maîtriser les flux. Bien évidemment, dans tous les domaines, on ne peut pas avoir ce type d'installation, mais on peut s'inspirer de ce qui se fait dans ce monde pour améliorer en ces périodes de problématiques de Covid les installations. Il y a un domaine que l'on souhaitait traiter dans le domaine de la santé, c'est le monde des cabinets dentaires, parce qu'actuellement, on a beaucoup de sollicitations de la part des chirurgiens dentistes et des dentistes. Ce sont des gens qui, comme vous le savez, vont travailler sur la bouche, donc vont recevoir beaucoup de projections, donc ils se sont équipés au niveau de la projection directe, comme indiqué par Vincent, mais également, ils suspectent d'avoir une présence d'aérosols. Et donc, l'ordre des chirurgiens dentistes a fait des recommandations qui sont récentes. Vous voyez, c'est du 5 mai et elles évoluent en permanence. Et on voulait vous en faire part si jamais vous rencontrez ce cas pour pouvoir en discuter. Donc, les chirurgiens dentistes ont beaucoup de recommandations et parmi celles qui touchent le traitement d'air, c'est que, s'il y a des salles avec des fenêtres, il faut ouvrir au moins 15 minutes après des soins qui génèrent des aérosols. Donc, vous voyez la contrainte quand même pour les praticiens. Pour les salles de soins qui n'ont pas de fenêtre, on demande d'avoir une centrale de traitement d'air qui permette un renouvellement d'air de 6 volumeurs. Donc ça, c'est parfait si on arrive à pouvoir infiltrer de l'air propre, sain et extraire de l'air au niveau 6 volumeurs. Voilà, donc ça, c'est ce qui est recommandé. C'est pas toujours possible. Donc en complément, les recommandations indiquent que dans ce cas-là, si on doit recycler, ce qu'il faut, c'est mettre de la filtration absolue. Et il existe soit des systèmes de centrales, alors extra plates souvent parce qu'on est souvent dans des locaux qui sont plutôt dans des bâtiments de type immeuble, donc avec une intégration de filtres à haute efficacité possible. Également, il y a des recycleurs, donc nous travaillons beaucoup sur ce genre de recycleurs qui ont un système de filtration absolue H14 qui s'intègre en faux plafond et qui permettent de recycler l'air avec un contrôle de la diffusion. Donc, vous voyez, ici, il y a des photos de réalisation. On a pas mal de sollicitations actuellement et de projets de ce type. Donc, si vous êtes concerné par ce genre de domaine et que vous avez un retour d'expérience aussi d'installation, vous pouvez nous en faire part à travers le chat et voir les différentes questions. Concernant l'épuration, je vais passer la parole à Vincent, qui va enchaîner sur un autre type d'épuration, pas avec de la filtration absolue, mais avec les UV. Voilà, Vincent, je passe la parole. Juste avant de passer à Vincent, peut-être qu'il serait intéressant, comme on parlait des taux de renouvellement d'air, c'est de rappeler quel est le taux conseillé dans les bâtiments tertiaires. Oui, donc sur les bâtiments tertiaires, on est sur 1 à 2 volumes par heure. Après, voilà, là, c'est difficile de recommander un taux. Le tout, c'est d'avoir le plus possible, finalement, que l'installation peut accepter en R9, ce qui permettra de diminuer au maximum le risque de contamination. Ok, merci Vincent. Voilà, donc pour poursuivre, je vais vous parler de l'efficacité des traitements à base de lumière ultraviolet. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat à ce sujet.
Il faut savoir que la lumière UV qui va être efficace sur les virus, c'est la lumière UV de type UVC. Donc c'est une longueur d'onde d'environ 250 nanomètres, qui est une lumière différente de celle qui va être utilisée par exemple pour les cabines de bronzage. C'est pas le même ultraviolet. Et donc le mode d'action en fait de la lumière ultraviolet, c'est que elle va détruire l'ADN et l'ARN des virus et donc rendre inopérant le virus. Donc c'est une efficacité qui est prouvée sur les bactéries et les virus, donc qui peut être utilisé pour désinfecter par exemple des surfaces, mais également en insérant ces lampes UV dans des épurateurs d'air intérieur. C'est des produits qu'on propose dans nos gammes par exemple, parce que l'UV permet également de détruire les composés de type composants organiques volatiles qui peuvent être dans l'environnement intérieur, et donc ça permet d'améliorer la qualité d'air intérieur. Et dans le cas de l'épidémie du virus, c'est des solutions qui peuvent être intéressantes, on va dire, en complément des règles de ventilation qu'on a énoncées jusqu'à présent, notamment dans des espaces où en fait on n'a pas la possibilité d'apporter suffisamment d'air neuf et où on peut utiliser des épurateurs utilisant des lampes UV. Mais comme l'a dit Frédéric aussi, des filtres à haute efficacité peuvent de la même manière finalement filtrer les particules virales, ou dans le cas des filtres THE, filtrer le virus. Voilà, donc pour terminer cette présentation, je voudrais en fait vous parler de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre finalement comme mesure d'anticipation. On a pu voir avec la crise, notamment des masques, etc., qu'un manque de préparation, un manque d'anticipation peut induire beaucoup de décès supplémentaires. Et donc là, moi, je vais vous parler d'exposition à la pollution de l'air extérieur, à la pollution aux particules fines, où en fait plusieurs études montrent que une exposition long terme à une pollution aux particules fines va induire en fait un taux de mortalité à des épidémies de type coronavirus supérieur, ce qui est en fait logique parce que le coronavirus s'attaque aux poumons. Et les poumons sont fragilisés lors d'une exposition à long terme aux particules fines. Et notamment donc une étude qui a été faite par l'université de médecine de Harvard qui montre qu'en fait, si l'on augmente le taux de concentration de 1 microgramme par mètre cube de particules PM2,5, ça induit plus 15% de taux de mortalité, donc en comparant finalement en fait les statistiques suivant les régions et en faisant des corrélations entre exposition aux particules fines et décès dus au Covid-19. Sachant que dans une zone rurale, on va avoir 5 à 10 microgrammes par mètre cube en concentration de PM2,5 en moins par rapport à une zone urbaine. Donc c'est d'autant que ça sera diminuer le taux de mortalité. Il y avait eu également une étude lors de la précédente épidémie de SRAS par des scientifiques chinois qui a abouti aux mêmes conclusions dans les régions au niveau de pollution élevé. Ils ont vu qu'il y avait 2 fois plus de risque de mourir du SRAS. Par rapport à ça, donc le message que je souhaite apporter, c'est qu'il est important de prévenir pour mieux guérir. Voilà, donc pour améliorer la qualité de l'air extérieur, c'est d'encourager des mesures qui permettent d'éviter finalement d'émettre ces particules, privilégier les modes de transport doux. Lorsqu'on marche à pied ou qu'on fait du vélo, on ne va pas émettre de particules fines dans l'air extérieur. De la même manière, des transports tels que la voiture électrique ou même la voiture qui utilise du gaz sont des moyens de transport qui émettent peu de particules fines. Également, il est important d'encourager les systèmes permettant d'améliorer la qualité d'air intérieur. On passe de plus en plus de temps dans nos bureaux, dans
dans les logements. Et lors des pics de pollution, en fait, la pollution de l'air extérieur se retrouve à l'intérieur. Et donc, on a une exposition à long terme à cette pollution également dans les environnements intérieurs. Et c'est des sujets sur lesquels Francère travaille et innove depuis plusieurs années pour proposer des solutions, notamment dans les logements, afin d'améliorer la qualité d'air intérieur. Donc, j'en ai terminé. Nous en avons terminé pour cette présentation. Je vais maintenant redonner la parole à Loïc Dolbeau, qui va en fait nous poser les questions que vous avez pu poser sur le chat ou dans l'onglet questions, afin qu'on puisse y répondre en live. Merci à tous et j'espère que ce webinaire aura répondu à vos attentes. Merci Vincent. Alors je reprends la main, je vais lire certaines questions qui nous ont paru pertinentes, sachant qu'il y a beaucoup de questions autour de l'usage des UV. Mais on va tout de suite commencer par un apport d'air neuf. Qu'est-ce qu'on appelle un bon apport d'air neuf et comment on le calcule, Olivier ? Alors, il y a de l'orientation par rapport à l'apport d'air neuf. Donc, bien évidemment, on doit déjà… Oui, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, on entend. Oui, c'est bon, ok, merci. Oui, l'apport d'air neuf est réglementé. Il est en général plutôt faible dans les logements. On se pose d'ailleurs la question régulièrement de savoir s'il ne devrait pas être un peu augmenté. Forcément, l'air neuf étant plus propre que l'air intérieur, on a tout intérêt à le pousser au maximum. Bien évidemment, les installations sont en place. Donc, on ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça. En tout cas, il faut faire fonctionner et puis il faut aussi ouvrir les fenêtres, bien évidemment. Question suivante. On n'entend pas Loïc. Pardon, excusez-moi. Ouais. Je disais, il y a une question également sur les échangeurs à roues des centrales de traitement d'air. Je crois que tu as répondu à la question en disant qu'il fallait privilégier les échangeurs à plaques. Est-ce que tu peux confirmer ? Tout à fait. L'échangeur à roues a effectivement un risque, je veux dire, un petit peu multiple, en fait. Trois risques sur l'échangeur à roues. Ce sont des risques faibles puisque les taux de fuite sont extrêmement faibles, mais on estime quand même à 3% environ la fuite due d'une part à la rotation de la roue, puisqu'elle est chargée d'un côté en air, elle va décharger de l'autre côté, donc air et virus. Et puis il y a également c'est ça le problème. C'est bien le problème de la roue, c'est qu'on charge d'un côté, on décharge de l'autre. Donc au passage, il y a une petite quantité de virus qui peut se retrouver dans l'air infecté. D'accord, merci Olivier. Une autre question, comment faire une climatisation à détente directe fonctionnant totalement en recyclage? Qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter éventuellement des virus quand on est en recyclage? En fait, quand on est en recyclage, voilà, il faut épurer. Donc, c'est des solutions qui vont être de type UV ou filtration absolue via des filtres. Donc, si on a possibilité finalement de rajouter ces systèmes-là dans l'installation existante pour pouvoir épurer l'air en recyclage, quoi. Si on n'a pas de possibilité de faire autrement. Allô, Vincent? Oui. D'accord. Donc, on ne peut pas forcément se servir des gainables ou des ventiloconvecteurs comme purificateurs d'air en filtrant à la reprise? Ça dépend ce qu'ils vont avoir, mais je vois une question avec un filtre F7 sur un gainable. Le filtre F7, il va avoir, comme l'a indiqué Frédéric, une efficacité donc qui est quand même de l'ordre de 50-60% sur les particules PM1. Donc les particules PM1 représentent quand même une bonne partie des particules en suspension qui peuvent être porteuses du virus. Donc ça va avoir une efficacité, effectivement.
Après, ça va pas avoir une efficacité absolue dans le sens où ça va pas éliminer 99%, comme peut être le cas d'un filtre THE. Donc c'est efficace, oui. Complètement efficace, non. C'est là où après, mieux que rien, c'est sûr. Ok, merci Vincent. Deux petites questions, je pense, pour Frédéric. La norme NF 536 concernant les UV, est-ce que nos produits ou certains de nos produits y répondent? Il y a également une question sur le compact clean et l'efficacité des filtres H14 sur le recycleur d'air pour bloc opératoire, enfin pour l'hygiène hospitalière. Quelle est la périodicité des changements des filtres H14? Alors, en ce qui concerne ces filtres H14, en général, ils sont protégés par d'autres filtres en amont. Donc, les filtres Ah, on t'entend H14, pas. oui. Concernant les, vous m'entendez? Je vais prendre la main. Oui, oui. Vous m'entendez? C'est bon? Donc, concernant les filtres Oui, tout à H14 fait. et le compact clean, ces filtres, en général, ces filtres sont protégés par des filtres en amont. Donc, la périodicité des filtres absolus, historiquement, c'est plutôt de tous les 2 ou 3 ans ou 4 ans. Donc, ça sera en fonction du local, mais ça va être entre 1 et 3 ans. Donc, c'est pas des filtres que l'on change très fréquemment puisqu'ils sont protégés en amont par de la préfiltration. Bien évidemment, s'il n'y en avait pas, ils s'obtureraient très rapidement. Donc, c'est pour ça que c'est un système qui intéresse que ce soit le milieu hospitalier et, comme on le disait tout à l'heure, le milieu du dentaire. Concernant les UV, je ne sais pas si… D'accord. Je peux y répondre. Donc, pour la norme NF 536, donc c'est une norme qui concerne les épurateurs d'air intérieur. C'est une norme qui est assez récente et en fait qui demande des tests, beaucoup de tests dans des laboratoires assez conséquents. Donc, il faut savoir qu'en France, très très peu de fabricants sont actuellement certifiés NF 536. Donc, non, c'est pas le cas de nos produits actuellement. Ils sont pas certifiés NF 536, mais on a des épurateurs d'air intérieur comme le Calicia qui intègre des technologies UV. Merci Vincent. On enchaîne tout de suite avec d'autres questions. On nous demande si les ventilateurs domestiques qui sont utilisés dans des bureaux ou dans des locaux commerciaux sont-ils à bannir? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on entend par un ventilateur domestique, mais généralement, il faut plutôt privilégier des caissons avec filtre intégré. Oui, si c'est Je juste pense que l'on parle de ventilateur genre hélicoïde. quelque chose qui va brasser l'air D'accord. sans forcément apporter de l'air neuf. Donc là, c'est pas sûr que c'est pas la solution. C'est pas recommandé. Non. Très bien. Dans la pratique, comment on installe un traitement par UV? Est-ce que nous, on propose ce type de système? Alors, je sais qu'il y a les épurateurs d'air, hein, tout à fait, mais est-ce qu'on a des systèmes de traitement par UV qui s'installent dans les gaines également, on nous demande? Donc actuellement, on a un système qui s'installe en fait pour mettre en fait en cuisine, mais c'est une problématique différente. Mais on l'a pas actuellement, mais on travaille pour proposer un système pour mettre en gaine et le proposer dans les prochains mois. Voilà, donc, mais ça sera donc à mettre en gaine et comme on l'a indiqué, hein, sur une gaine de recyclage. Parce que ce qui vient de l'air neuf, c'est pas nécessaire. Mais on y travaille. D'accord. Autre question, on enchaîne tout de suite. Donc, il y a une personne, temps d'exposition aux UV en fonction de la puissance émise. En fait, là, je ne sais pas si on est capable de répondre sur le temps d'exposition aux UV. Non, là, j'aurais pas de chiffres précis. Hein. C'est une question suivant la puissance des lampes utilisées, etc. Il y a eu des études faites pour ce qui concerne la désinfection avec un taux de radiation nécessaire pour désactiver le coronavirus, quoi, le SARS-CoV-2. En termes de valeur, je sais pas.
Très bien. Je vois qu'il y a d'autres questions. On insiste sur sur la nécessité de rajouter des filtres, mais quid de la durée des filtres? Alors, on l'a dit, hein, sur des H14, et en fonction du taux d'air, et s'il y a une préfiltration, ça peut durer 1 an ou 2. Mais sur des filtres en tertiaire, du G4 ou du F7, on est sur une fréquence de renouvellement des filtres de quel ordre, Olivier? Est-ce que tu as une idée? Ça dépend du débit, Oui, j'imagine, et du type ça dépend beaucoup de extérieur. l'endroit ça dépend beaucoup de l'endroit où on se trouve, hein, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'un filtre, finalement, plus il est sale et plus il est efficace. Ça paraît un peu contradictoire, mais le relargage d'un filtre est quelque chose d'extrêmement rare, puisqu'il faudrait quand même une pression très très forte au niveau du ventilateur. Donc, en règle générale, il ne faut pas abuser non plus, mais on peut parler de toute façon entre 6 mois et 1 an en fonction de l'endroit où on se trouve. D'accord, merci Olivier. Une autre question concernant une installation d'une ancienne CTA qui ne supporte plus la perte de charge, hein, d'avoir trop de pression, car les filtres EPA, ça demande beaucoup plus de pression et donc du coup de débit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer l'efficacité d'une ancienne CTA et surtout sa filtration? Alors, on l'a vu, hein, on l'a dit, en fait, le danger ne vient pas de l'extérieur. Donc, en général, la filtration du CTA sert à traiter l'air extérieur et c'est dans le cadre du recyclage que l'on rencontre un problème. Donc, le conseil, c'est limiter au maximum le recyclage, bien évidemment. Et il est clair qu'on ne peut pas. C'est rare sur les centrales installées aujourd'hui sur lesquelles on peut rajouter des niveaux de filtration importants. Oui, On nous demande si on a en complément, ce Pardon, qu'on a vas-y, vu, Frédéric. c'est qu'il y a possibilité, bien sûr, la filtration absolue, c'est assez difficile de la rajouter. Hein, c'est une situation particulière. Quand on peut, c'est parfait. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on peut peut-être avoir des fils qui sont classés PM10 actuellement. Le fait de prendre un niveau de filtration réduira le risque. 1 ou 2 niveaux de filtration, ça va passer du PM1 sur la partie, entre guillemets, recyclage, si on n'a pas le choix de recycler. Voilà, donc l'analyse de la filtration, il y a ce qu'on peut faire de mieux et déjà on peut passer à un niveau au-dessus pour limiter le risque. Très bien. On nous demande si dans le cadre d'une installation collective de ventilation, mais je pense qu'on a répondu, hein, on doit privilégier la filtration sur chaque bouche de reprise pour éviter toute contamination interbureau. Olivier, je crois que tu as répondu déjà à cette question. Le fait de mettre des filtres sur chaque bouche de reprise. Ah, t'as micro désactivé, Olivier. Oui. Non, en principe, la reprise est centralisée, donc l'air va rejoindre le ventilateur d'extraction et ne va pas aller se répandre dans les autres bouches. Donc là, à partir du moment où il y a une installation avec un soufflage et une reprise, on peut considérer que au niveau de la reprise, on n'a pas de danger particulier. L'air va être rejeté à l'extérieur, c'est en cas de récupération. On retombe sur la problématique récupérateur à roue, récupérateur à plaque. D'accord, merci Olivier. Une autre question nous demande quel est le taux de renouvellement en cabinet dentaire. On parle de 40 à 60 volumes heure pour un milieu hospitalier. Est-ce qu'on est sur le même type de volume, Frédéric, concernant les cabinets dentaires? Alors, dans la situation actuelle, en général, on est avec des taux même inférieurs, hein, à 3, 4 heures. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les recommandations, quand c'est possible, c'est d'aller vers du 6 volumes heure, en particulier d'avoir la possibilité de tout mettre en air neuf à 6 volumes heure. C'est ce qui est recommandé actuellement. Après, passer au-dessus, effectivement, c'est des investissements plus importants. Donc, actuellement, on est sur ces ordres de grandeur, de volume recommandés. Très bien. On a une question concernant les sèche-mains. Je ne sais pas si on a des recommandations concernant l'usage des sèche-mains type Dyson ou autre. Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on a des recommandations concernant cet usage? Moi, j'aurais tendance à dire que non. C'est Allez. quand même un métier différent du nôtre. Donc, on préfère pas se Allô? prononcer. On va laisser aux fabricants de sèche-mains le soin de répondre. Ouais, effectivement. Alors, néanmoins, on peut quand même dire que le sèche-main, de par la vitesse d'air qui sort du sèche-main, a un taux d'activation, enfin, de brassage importante. Hein. Donc, les personnes qui seraient porteurs du Covid en train de se sécher les mains et respirant sous le sèche-main présentent un risque quand même de l'envoyer sur les personnes à côté. La vitesse d'air des sèche-mains est extrêmement élevée.
Très bien, merci Olivier. On nous pose une question concernant les CTA encore. Qu'est-ce qu'on préconise pour les centrales double flux qui seraient décentralisées? Décentralisé. Oui, si. Alors peut-être qu'on peut demander à M. Schmitt de nous faire une précision. Et je pense que ce qu'on a, par exemple, nous, la Silent School, sur du double flux décentralisé, bah là, après, ça va, de la même manière, ça va dépendre de l'apport d'R9, quoi. Parce que si il y a une partie R9, une partie recyclage, ce sera d'avoir le plus possible d'R9. Si j'ai bien compris la question, je sais pas. Ok. On a une question concernant qui est plus générale, concernant la réouverture des restaurants et des lieux publics. Qu'est-ce qu'on pense des recommandations qui ont été faites par le gouvernement? Est-ce qu'on est en phase? Est-ce qu'on trouve que c'est des bonnes mesures? On peut considérer que 1 mètre, c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, je crois que c'est ça. Ce qu'on impose dans les restaurants, c'est 1 mètre de distance. Ça paraît assez faible au regard de ce qui a été dit d'ailleurs tout à l'heure, par rapport à un éternuement, par exemple. Voilà. Pas très serein sur le sujet, quand même. Privilégier les restaurants en plein air, je crois que c'est quand même beaucoup mieux. Oui, c'est ça. Ce qu'on disait, c'est clair et plus pur à l'extérieur. Tout à fait. Oui, il y aura un renouvellement beaucoup plus important qui est fait naturellement à l'extérieur. Complètement. Aujourd'hui, c'est indéniable. Et puis, dans l'air intérieur, voilà, nous, ce qu'on voulait porter comme message, c'est que effectivement, les mesures apportées, c'est une partie de la solution. Et on pense qu'il y a quand même une deuxième partie de la solution via une bonne ventilation. D'accord. Est-ce que du coup, on doit parler plutôt de distance de sécurité ou de volume d'air de sécurité? Les deux, moi je pense que les deux, en fait, ce que je voulais présenter au début, c'est qu'il y a différents modes de contamination. La distanciation va traiter un mode de contamination par gouttelette. Maintenant, plusieurs études récentes montrent que une transmission par particules en suspension est fortement probable. Le mieux c'est de se prémunir contre cette contamination par aérosol. Même si c'est pas strictement prouvé, étant donné que ça a été prouvé pour la précédente épidémie, que plusieurs études le montrent, c'est d'appliquer finalement le principe de précaution et voilà, d'essayer de diminuer ce risque au maximum. Très bien, merci Vincent. Je reprends une petite question concernant les échangeurs rotatifs. Olivier, tu peux peut-être certainement répondre. Quand ils sont certifiés hygiène, est-ce que ça veut dire qu'ils sont réellement certifiés, étant donné qu'on dit qu'il faut mieux privilégier les échangeurs à plaques? Je n'ai pas la réponse. Honnêtement, je ne connais pas. On va se renseigner et on va répondre, mais aujourd'hui, je ne connais pas les échangeurs certifiés hygiène. Frédéric? Très bien, on vous fera un emailing pour répondre à cette question. Non, on va se renseigner et vous répondre. Très bien. Et petite dernière question, est-il préférable de mettre des locaux en surpression malgré le système de filtration? Alors, je ne sais pas si on parle de locaux hospitaliers ou tertiaires. Alors, historiquement, si le local est source de contamination, on préfère le mettre en dépression. C'est ce que, même dans le cas des dentistes, ils évitent des transmissions pour éviter d'envoyer tout contaminant dans les salles d'attente ou dans les salles environnantes. Donc, l'idéal est plutôt d'être une zone en dépression. Si on peut pas faire autrement, au moins qu'il y ait un équilibre de pression. Mais on n'est pas comme on évite d'être en dépression dans les salles où il y a des risques de contamination. D'accord. On nous pose une question également sur les filtres. Est-ce une bonne idée pour des climatiseurs d'apposer un filtre F7 découpé au gabarit du filtre plastique initial? On a vu l'efficacité des filtres F7. Ouais. Non, vas-y Olivier, si tu veux. Oui, ce sera mieux. On a vu l'efficacité des filtres F7.
Voilà. Le F7 atténue, enfin, va pouvoir éliminer 50 à 65% des gouttelettes. C'est mieux que rien, mais c'est loin d'être parfait, bien évidemment. Hein. C'est encore un peu juste. Mais ça reste une bonne idée, oui. Et ça va baisser considérablement le débit de la climatisation, parce que les pressions sur les climatiseurs sont extrêmement faibles. Oui. Donc voilà, vous aurez un peu plus d'efficacité de filtration et un peu moins de rafraîchissement. Voire nettement moins de rafraîchissement. Très bien, merci Olivier. On nous pose la question concernant les labos réfrigérés. Avec des équipements froids non filtrés. La question, c'est… Ah oui, sur la production de froid. Là, après, c'est vrai que c'est un cas très précis. L'idéal, oui, s'il y a un fort taux de recirculation pour produire du froid, c'est d'essayer d'avoir une solution de filtration. Oui, mais je ne sais pas trop. Soit par un épurateur mobile mis en place. Après, tout dépend du taux d'occupation aussi de ces laboratoires réfrigérés. Est-ce que les personnes restent longtemps dedans? C'est une problématique spécifique. Il faudrait avoir tous les éléments. Je ne sais pas. Ok. On nous demande également s'il faut, on conseille d'arrêter les déstratificateurs. Ça va pas, non, c'est sûr que c'est pas. C'est comme les ventiloconvecteurs, ça va brasser l'air sans le renouveler, sans l'épurer. Donc, de la même manière, si on peut pas les arrêter pour des raisons de confort, c'est d'au moins les diminuer, quoi, diminuer la vitesse. D'accord. On nous demande si on a des conseils ou un type de filtration pour éliminer tout virus. Alors, je pense pas qu'on puisse éliminer tout type de virus. Si quelqu'un peut répondre. Le H14, quand même, élimine 99,99% des virus. Donc, on peut considérer que c'est une très bonne. Donc, c'est vrai que ce genre de filtre a une efficacité sur des tailles extrêmement faibles. Mais le risque zéro n'existe pas. Ceci étant dit, c'est un niveau de filtration qui est optimal et qui limite le risque de façon considérable. Donc, le filtre absolu, effectivement, est un filtre utilisé dans tous les locaux de type pharmacie et hospitalier. Je crois qu'on peut rappeler au passage que en fait, le virus, la taille du virus est de l'ordre de 0,1 micromètre, mais qu'il est normalement toujours accroché à des particules, et notamment des gouttelettes. Donc ces gouttelettes, elles font virus plus gouttelettes, ça représente environ 1 micromètre. Donc c'est ce que vous voyez sur le slide ici. L'efficacité des filtres en fonction des particules de 1 micromètre. C'est clair qu'il y a des filtres F7, F8, F9 ont une efficacité très très faible par rapport au 0,1 micromètre. Mais encore une fois, vu que les virus sont accrochés aux gouttelettes, on aura comme efficacité assez correcte et le F8. Voilà, la gouttelette va s'accrocher sur le filtre de type F8, F9, voilà. Et au bout d'un moment, et au bout de 3 heures, comme on l'a vu, ou voire quelques jours, suivant les matériaux, le virus sera, entre guillemets, inoffensif. Il n'aura plus d'action. On nous demande si les filtres H14 sont adaptés pour les gainables, mais ça m'étonnerait. À mon avis, la perte de charge sera trop importante. Voilà, en général, les gainables, alors je suis pas un grand spécialiste, mais des fois on a 100 pascal de disponible et les filtres absolus sont plutôt de l'ordre de 100 pascal, 80, 100. Donc voilà, c'est une solution idéale, mais très difficile à mettre en œuvre sur du matériel qui n'est pas adapté. Donc c'est arrivé effectivement qu'il y a des installations avec des gainables et ce type de filtre. Ça a posé un problème puisqu'on n'obtenait pas le débit. Donc, vaut mieux passer sur un filtre EPM1 avec une efficacité réduite, mais avec une bonne ventilation, un bon brassage, un bon renouvellement d'air, que passer sur un filtre de type absolu H14 où on va diminuer le débit par 2 ou 3 parce qu'on n'aura pas la pression. Donc, à calculer bien évidemment en fonction du matériel.
D'accord. On a une question. Est-ce qu'on a un retour d'expérience sur la déshumidification des gouttelettes? Je semble avoir vu quelque chose sur Et notamment sur les batteries froides. Si on peut passer à une autre question, j'essaie de retrouver l'information que j'avais vue. Ok, merci. On n'a pas de cas avérés de personnes contaminées en France par des systèmes de ventilation? Non, il n'y a pas eu d'études précises scientifiques sur le sujet, quoi. Donc c'est vrai que quand même complexe à mettre en place. C'est récent, donc voilà, il y a eu des études sur le Japon, mais en France, non, pas à ma connaissance. Aujourd'hui, ce qui a été On a testé, un peu étudié, c'est le cas du Diamond Princess, je crois, de mémoire, le Oui, bateau aussi. là, qui est resté quand même 3 ou 4 semaines avec des gens confinés à bord. On n'a pas pu en déduire de choses très, très concrètes sur le sujet. Il n'y aurait pas eu de contamination particulièrement concentrée liée à la ventilation. On a le cas du Charles de Gaulle, bien évidemment, un cas très large. Mais là, aujourd'hui, à ma connaissance, rien n'a transpiré sur ce sujet. Sur des faits de condamnation, je présume qu'il y a quand même des études en cours qui nous apporteront des réponses un peu plus tard. Voire beaucoup plus tard. La réponse sur la déshumidification, d'après des études, en fait, les plus petites gouttelettes en suspension entre 0,5 et 10 microns s'évaporent très vite, même pour une humidité relative très faible. Donc en fait, même la déshumidification ne peut pas complètement contrer ce risque du fait que les gouttelettes s'évaporent et donc peuvent se retrouver dans les muqueuses même dans des conditions sèches. Après, ça doit diminuer quand même le risque, mais ça n'enlève pas complètement. Donc, je crois que Vincent, tu viens de répondre à la question qui est liée au taux d'hygrométrie dans les zones comme des zoos ou des aquariums ou des serres tropicales avec une forte hygrométrie. Forcément, le virus a plus tendance à se transmettre quand il y a un fort taux d'hygrométrie. Là, pas forcément. C'est-à-dire que, bon, là, on parle de gouttelettes, mais c'est de gouttelettes émises par une personne contaminée. S'il y a déjà une forte hygrométrie, il y aura d'autres gouttelettes qui sont des gouttelettes, mais qui seront saines finalement. Donc après, c'est plutôt la question de ces gouttelettes contaminées. Je pense que finalement, l'hygrométrie, c'est plus qu'elle n'a pas il n'y a pas d'impact quoi, finalement, sur la contamination. D'accord. Merci Vincent. On a une question dans l'habitat. Une personne qui nous dit que son propriétaire a installé des filtres de salle blanche. Est-ce que cela est assez efficace? Oui, a priori, si c'est des filtres H14 ou H13, on le voit ici, on traite entre 92 et 99,9% des particules fines. Donc a priori, oui. Sinon, pour l'habitat, s'il y a des promoteurs immobiliers, nous avons un système qui s'appelle le Isentis Pur, qui permet de chauffer et de filtrer les particules fines dans l'habitat. Voilà, j'ai l'impression qu'on a fini, on a répondu à toutes vos questions. On vous rappelle que le replay sera accessible sur YouTube. On vous fera également un emailing pour vous envoyer la présentation. Et puis, on nous pose une dernière question, on peut peut-être y répondre. On parle du scie-volumeur pour les cavités dentaires. Frédéric. Alors, Olivier, ouais, on nous parle donc de... C'est ce que je disais. Donc, on parle d'un volume de 6 volumes heure pour les cabinets dentaires. C'est d'après la norme, la réglementation? Alors, c'est une recommandation actuelle de la part de l'Ordre des chirurgiens dentistes qui ont fait une étude pour informer tous les chirurgiens dentistes qui se posaient des questions sur des recommandations actuelles face à ce problème. Donc, effectivement, vous avez trouvé ça sur des recommandations de l'Ordre des chirurgiens dentistes, en lien avec des spécialistes de la ventilation, bien évidemment. Très bien, merci Olivier, merci Vincent, merci Frédéric. Merci. On espère que cette présentation vous a plu aux participants. Vous êtes encore plus de 100 personnes connectées en direct, donc ça prouve qu'il y a un intérêt, même si on a un peu dépassé le timing.
Il y a encore des questions concernant un webinaire sur l'acoustique, les pièges à son. On est en train de monter en puissance sur ce type de conférence, donc on ne manquera pas de traiter un maximum de sujets et je note que les pièges à son et l'acoustique peuvent être intéressants pour vous. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.